Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est toujours sur un joueur métier, on est toujours avec Georges. Là maintenant, on est sur la deuxième partie de notre série de 3 petites vidéos. Donc aujourd'hui, entre guillemets, on va commencer notre vidéo en Roumanie. Mais j'espère que vous avez regardé la première vidéo et que vous en avez appris pas mal de choses. Surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez d'ailleurs pensé. Mais avant tout, générique. Donc rebonjour Georges. Bonjour Evan. Rien n'a changé entre temps. Non, non, ça va, toujours d'attaque. Parfait, ok. Donc après ton périple à l'université de Douala et tout, et maman qui s'est dépatouillée à gauche et à droite pour trouver une solution, tu te retrouves en Roumanie en décembre. Ouais, en plein hiver. La Roumanie. Je veux dire, aujourd'hui tu es en France. Ouais. Mais la Roumanie, bon, est-ce que c'était parce que c'était le dernier choix déjà? Non, parce que c'était le seul choix. Ah, c'était où tu pars là, où tu pars pas. Où je ne partais pas, c'était tout. D'accord. Ouais. Et il fallait que tu partes à ce moment-là. Ouais, il fallait que je parte parce que c'était, comme je t'ai dit, j'étais en milieu, en gros, j'étais au milieu de ma licence. Le début de la deuxième année. Donc, soit je finissais la licence. 3 semestres, voilà, avant d'essayer d'aller en France, où tu n'étais même pas, parce qu'à l'époque, c'est l'époque où on disait que c'est très sélectif. Et du coup, je m'étais aussi dit, honnêtement, gars, je veux partir. Donc, autant prendre un truc que je suis sûr que... Tu y arrives d'abord, et une fois là-bas, on verra après. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, du coup, Georges, tu arrives à Bucarest, en Roumanie. Est-ce que c'était la seule issue? Enfin, pourquoi finalement la Roumanie en dernière minute comme ça, je veux dire? en fait, c'est tout simplement parce que c'était le seul choix qu'il me restait. Parce que soit je restais au pays, essayer d'obtenir une licence, et après la licence, voir comment me débrouiller pour partir à ce moment-là. Et j'avais tout simplement appliqué le principe de ne pas remettre à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. Surtout qu'en même temps, il y avait aussi l'envie de dire aussi que je suis Gombek. Comme on dit, voilà, je suis... La fierté. La fierté de partir en Europe, tu vois, un peu. Même si c'est dans ma tête, Roumanie, France, tout ça, c'est la même chose. Moi, voici donc, avec toutes les tracasseries, tac, tac, tout, je suis parti. Et comme je te disais, j'étais parti donc avec une société qui nous faisait voyager par groupe. Donc, ils avaient leurs clients, j'étais un client, et du coup, ils nous accompagnaient. Sauf que nous, quand on partait, on était un contingent de 10 personnes. Attends, t'imagines, 10 personnes qui arrivent, qui sont en groupe. Vous n'êtes pas une équipe de foot, vous n'êtes pas une association, vous êtes 10 personnes sans aucun lien supposé. Vous arrivez à la frontière dans un pays comme la Roumanie, qui, malheureusement, un peu moins aujourd'hui, je suppose, mais à l'époque, n'était pas habitué. N'est pas habitué de recevoir des Noirs. Donc, ce qui fait que directement la suspicion. On arrive, contrôle à la frontière. Parce qu'on est passer par la Suisse. La Suisse sans problème. On atterrit maintenant à escale à Zurich. Zurich, on arrive maintenant à Bucarest. L'homme m'a dit que touchdown, l'homme est arrivé. On arrive au poste de frontière. On nous dit déjà, vous sortez des rangs, mettez-vous à droite. Dans ma tête, je me dis, mais. Il y a un truc qui n'est pas net. Mais après, j'ai mon visa étudiant. J'ai mes diplômes sur moi parce que ma mère m'a dit prends tous tes documents, si jamais on te pose une question, tu as tout avec toi. J'avais tout. On nous dit mettez-vous à côté. On nous sommes tous, on était une dizaine. Hein. Comme d'habitude, j'étais le plus petit du groupe et il y avait des gens plus ou moins âgés. Les gars nous demandent mais vous êtes venus à Bucarest pourquoi? On est venus pour les études. Peut-être que vous 10 pour les études. On dit oui. Parce que pour eux, en fait, il y avait certains qui étaient quand même d'un âge assez avancé. Et on était tous venus pour faire une première année d'école d'ingé en fait. Certains allaient en première année d'une école de commerce, d'autres allaient en école d'ingé comme moi, d'autres allaient en école d'architecture, d'autres allaient faire médecine. Les gars, collait pas. Et ce qui a encore fait, c'est que comme je t'ai dit, à l'époque, ils faisaient la demande pour entrer dans l'espace Schengen. Donc ils avaient souvent des contrôles en fait, des contrôles arbitraires ou non prévus de l'Union européenne, de l'espace Schengen. Et donc, je suppose, hein, je ne veux pas jouer la carte du racisme, je suppose que dans la tête, ils se sont dit, c'est peut-être un tracteur qui leur est tendu par l'outil d'inspection. Ouais. Et nous, on serait passés, ils auraient dit, voilà, regardez comme votre frontière, c'est une passoire. Je me dis, après, je ne sais pas. On peut extrapoler, dire que c'est parce qu'ils ont vu un groupe de noirs, ils ont dit, bon. Donc, je sais que le type nous dit, le policier de la frontière nous dit, bon, il nous ramène un document. Il nous dit, non, signez le document, c'est rien, on n'annule pas votre visa. Juste que vous signez, après vous allez entrer. Il nous a dit ça comme ça. Le document était en anglais. Maman voulait un lire. Il dit non, signez juste. Moi, il dit au gars, le truc qu'on me dit signer là, je ne sais pas ce que c'est. Mais vous pensez que si on signe, ils vont nous le laisser entrer. Et il dit, signe seulement qu'on nous laisse passer.
on signe. En fait, ce qu'on signait, c'était, on signait en fait le procès verbal comme quand on acceptait qu'on n'a pas rempli les conditions pour traverser la frontière, donc on devait nous rapatrier. Nous, rester là, parce que déjà, généralement, au contrôle frontière, quand on te garde 1 heure, 2 heures, c'est pas bon signe. C'est pas bon. Ah, je suis comme ça dans ma tête, je me dis que, mais voici, j'arrive aux portes de l'Europe, maintenant, on va encore me renvoyer au pays que je vais faire comment? On nous prend donc, on nous ramène au niveau de la porte d'embarquement. Je dis, mais. On n'est pas arrivé. Ce que je crois là, c'est ce qui est en train de se passer. Ah, j'ai vu, comment tu sais, c'est quand ça arrive aux gens quand ils veulent mourir. Moi, j'ai vu toute ma vie défiler devant moi que merde. Après tout ça, Tu arrives. j'attends la balle, on dit la balle du shérif que la mater a tout pris. Que voilà, ça prend, tu pars avec, on va te dire que tu rentres au pays. Moi, je m'appelle à l'époque, j'avais pris mon sac à dos, un sac à dos là. J'ai posé au sol, en plein aéroport, je me suis assis au sol. Et que ne bougez pas ici. Je te jure, j'ai dit je ne bouge pas d'ici, vous allez seulement me tuer seulement. C'est les trucs qu'on voit, tu sais, c'est des trucs que, c'est l'instinct, parce que je me dis, mais gars, en fait, vous me renvoyez ou que j'aille faire quoi? J'ai dit non, vous allez seulement me t'aimer ici. Je m'assois en plein aéroport, il commence à me regarder. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu sais, les gens ils sont étonnés, mais pourquoi? Pourquoi il est assis? Un policier, donc parce que le policier maintenant en question il donne l'ordre que embarquez-les. Un policier qui me regarde, il me regardait depuis, il dit que petit frère, toi ce que tu es en train de faire là, c'est mort. Tu perds ton temps. Le gars est venu, il m'a bon, je faisais quoi, peut-être 60 kilos, vous savez. Il m'a pris avec sa main gauche, il lève mon sac à la main droite, il m'a mis dans l'avion. La résistance n'a pas duré, il m'a porté, il m'a mis dans l'avion. Il a garanti c'était à l'époque. Il s'est dit que bon, c'était ça, je vais faire comment? Par chance, il y avait donc les grands frères du contingent qui ont résisté. Eux, ils ont résisté et ça s'est un peu envenimé. Et voilà, le pilote a dit non, je ne peux pas les embarquer dans ces conditions parce que s'il y a une insurrection dans le vol pendant le truc, on peut faire comment? Donc on nous a mis en cellule à l'aéroport. Franchement, je n'ai pas les détails du traitement, on nous a très très mal traités. Très mal. Parce que limite, on nous a traités comme des terroristes en fait. Genre on nous a menottés, juste parce que nous, on n'était pas d'accord avec la décision. Surtout qu'on avait nos visas, on avait tout dans les règles, il n'y avait aucune raison en fait. Mais bon, tu vas faire quoi? La loi, c'est la loi. Et même pas 2 jours après mon départ, j'arrive à Douala. C'est comme je t'ai dit là. J'arrive à Douala. Et beaucoup de gens ne le savent. Enfin, j'arrive à Douala 2 jours après mon départ. Je trouve mon père à l'aéroport. Mon père, il faisait frais, je crois, à l'époque. Mais mon père transpirait toutes les gouttes de toute la sueur de son corps. Parce que, tu vas l'expliquer comment? Tu commences par quoi? Parce que lui ne comprend pas en fait que j'ai accompagné l'enfant. Toute ma famille m'avait accompagné. Toute la famille m'a accompagné le jour où je partais. Et on te dit que tu vas encore appeler tous ceux que tu as laissés au village pour leur dire que l'enfant est revenu. J'étais comme ça à l'aéroport. Mais moi j'étais tranquille. Hein. Bon, peut-être ma part c'est au pays. C'était décidé. Rentre au pays. Un matin me dit que même c'est quoi non? Tu vois, ça m'a reparti. Je ne sais pas ce que ma mère a fait. Gars, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Je ne sais pas comment elle a fait. Je suis resté à l'hôtel, je m'appelle pendant 2 semaines. J'étais au Cameroun à Douala. Tous mes amis savaient que j'étais parti. Tout le monde, toute la famille savait que j'étais parti. J'ai fait 2 semaines après mon départ au Cameroun. J'étais à Douala, à l'hôtel. J'étais assis là. J'attendais. Parce que par chance, mon visa n'avait pas été supprimé. C'est juste que bon, on m'avait dit que tu peux rentrer. Mais le visa, j'ai une validité de 3 mois ou un an. Ouais, comme ça. Il fallait donc retrouver encore les sous pour payer le billet. S'assurer que si je reprends, on ne va pas me rafale. Donc le matin, je retrouve. Voilà donc. On contacte le contact qui a fait la procédure à Bucarest. Il dit non, il est allé au ministère de l'Éducation. On lui a donné les garanties que non, on a expliqué qu'en fait, c'est parce que comme on était nombreux et il y a donc la tension à la frontière par rapport à la procédure, machin, c'est juste qu'on n'a pas eu la chance et tout. J'ai dit oui, mais on n'a pas la chance, mais vous savez combien de familles. Après, ils ne sont pas supposés savoir parce que si tu viens faire les études chez eux, tu es supposé pouvoir t'assumer. Totalement. Voilà, donc on refait la procédure, la daronne se barre, elle trouve les sous, je sais pas comment, je repars. Cette fois-ci, par contre, nous étions 2 avec mon cousin. Nous étions 2. On a dit on ne veut plus refaire le truc du groupe. On est parti en catimini. Dès que nos billets sont occupés, on est parti. On est passé, on est rentré avec le même visa, sans contrôle, nickel. On est rentré. Quand j'entre, je me dis, enfin. Une étape en moins. J'arrive dans la Bucarest. Comme je te dis, mon parcours c'est toujours alternatif. Dès que j'arrive comme ça, la joie de me dire que enfin je suis entré. Quand je sors, je vois le pays. C'était parce que tu voyais à la télé. Il y a Europe et Europe. Donc bon, je voyais les immeubles mais plutôt délabrés, mais
plus d'immeubles en tout cas dans mon quartier au Cameroun. Ouais. Mais je ne voyais pas tant la différence de l'Europe dont on parlait, tu vois un peu. C'était pas flagrant. Voilà, après, je me suis dit, tu vas pas t'arrêter à ça, tu es arrivé, focus école, tu fais ce que tu as fait, après, tu cherches ton travail et tu vois. Moi, j'arrive à Bucarest, je vais m'inscrire à l'université, tout commence plutôt bien. Je passe sur les détails de l'intégration parce que c'est pareil partout. Au début, ils sont un peu récalcitrants parce qu'ils n'ont jamais vu de noir. Maintenant, tu as deux possibilités. Soit tu te rends indispensable par la qualité de ton travail, de tel point au tel point où quand tu es tellement bon ou quand tu as quelque chose en plus, généralement, ils s'accommodent parce qu'ils ont besoin de toi. Totalement. Et finalement, certains voient qu'en réalité, c'était juste des clichés. Bon, certains, hein. Donc, ce qui fait que je me suis plutôt pas mal intégré. Donc, j'ai réussi ma première année. Et la scolarité, pour mon cursus à l'université polytechnique de Bucarest, où je faisais justement informatique, mais en français. Parce qu'il y avait une faculté qui donnait informatique en langue étrangère, parce que la plupart des Roumains ont tendance à s'expatrier. Donc, tu peux faire tes études dans une langue qui va te prédisposer à partir dans le pays que tu veux. Donc, on avait français, anglais, allemand. Voilà. J'allais venir à cette question. J'allais dire, mais tu as appris roumain quelque part? Si, je l'ai appris, mais mes études, en fait, c'était en français. D'accord. Donc, du coup, dans mes études, j'ai fait en français. Et dans la vie de tous les jours, pour mieux communiquer avec l'administration, parce que les secrétaires, les doyens ne parlent que roumain. Après, dans la vie de tous les jours, même pour les jobs et tout, voilà. Vaudrait mieux. Vaudrait mieux parler roumain. Donc, j'ai appris à parler roumain. Et donc, je me suis inscrit à l'université. Première année, ça c'est plutôt... Premier semestre, ça allait, on est arrivé en retard parce que je suis arrivé en décembre. Totalement. Avec le délai par rapport au... Comme je suis rentré, je suis revenu, je suis arrivé en décembre. Et j'ai rattrapé le retard du premier semestre. Et j'appelle dans parce que je paye la scolarité, 2400 € cette époque-là. Et j'appelle mon père pour lui dire que oui, mais bon, là je suis arrivé. Il faudrait peut-être qu'on voit comment on va faire pour l'année prochaine. Il me dit, mais je suis pas en Europe, tu veux encore que... Donc là, j'apprends que je dois me battre. Ah bah clairement. Premier truc, je cherche un job. C'est compliqué, mais je cherche un job. Au début, c'est comme je ne trouve pas. Et c'est là que je rencontre mon pote Yannick, justement, Yannick Jouffran, qui lui aussi aime m'arriver après moi. Mais par contre, lui, d'entrée de jeu, il connaissait où il partait. Ouais. Tu vois le genre de personne qu'il sait qu'on m'a donné ma balle. Une balle. Pap, après j'arrive, je me cherche. Donc quand il est arrivé, lui, il avait déjà prévu son plan en fait. Ce qui fait qu'il a trouvé le boulot assez rapidement. Donc c'est quand on a commencé à marcher ensemble, parce qu'on a même été coloc pendant un bon moment, c'est là que moi je suivais un peu. En plus, c'est aussi un technicien. Lui, il a fait F1 au lycée Koumassi. Donc quand on se retrouve là-bas, on est les deux techniciens de la bande et tout, on sympathise. Vous comprenez. On se comprend. Et on est aussi... Sans vouloir, bon, ne connaissons pas l'histoire des autres, on est aussi les deux un peu les moins munis, les moins nantis. Donc on sait où on est. Donc, du coup, ça fait qu'on converge dans la recherche de boulot et tout. Et il me donne l'information qui change mon séjour, qui façonne mon séjour en Roumanie. Je ne sais pas où il a trouvé l'info. En fait, il me fait comprendre qu'à Bucarest, les étrangers dans le pays, la Roumanie, ont droit à 80... combien je crois qu'il m'a dit, à Bucarest en tout cas, 10 bourses, 10 ou 5 bourses pour les étrangers, peu importe le pays, donc de ce qu'ils appellent le tiers-monde. Et c'est des bourses d'excellence. C'est-à-dire que si dans votre promo, vous avez au-delà de 7,5 de moyenne, 7 sur 10, si tu as plus de 7,5, maintenant on fait un classement. Les 2 ou 3 premiers sont exempts de scolarité pendant tout le séjour et ont un petit argent de poche pour gérer peut-être un petit 60 € pour gérer peut-être électricité ou des trucs comme ça. Donc, quand il m'apprend, il me dit donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de choquer la bourse. C'était ça en fait le truc. Donc, ce qui fait qu'on jonglait entre le job, parce qu'on travaillait dans les call centers. Vu que les call centers, à l'époque, on délocalisait beaucoup les centres d'appel en Roumanie et tout, oui. Donc, comme c'est moins cher. Et nous, on était francophones. On travaillait là-bas le soir et en journée, on allait à l'école. Et ainsi de suite. C'était comme ça qu'on jonglait. Et donc, ce qui fait que quand il me parle de la bourse, mon obsession, c'est ça. C'est être boursier. C'est que ça. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Parce que si tu n'as pas ça, tu vas te retrouver sans papier. Parce que si tu n'as pas, tu ne renouvelles pas. Tu ne payes pas les codes, tu ne renouvelles pas. C'est une boucle infernale finalement. Voilà, donc finalement. Mais comment tu arrives à gérer le projet bourse, faire un call center le soir et tes études en journée? À quel moment est-ce que tu te focuses finalement sur l'objectif bourse? À quel moment? Honnêtement,
comment dire, je pense que c'est l'instinct de survie. À un moment donné, quand tu sais que c'est là que ça va, c'est là où tu vas. En dehors de ça, tu es mort. Tu es mort. Un peu comme la réaction que j'ai quand j'étais à l'aéroport, je me suis dit, je vais m'asseoir au sol. Parce que dans ma tête, je me disais, peut-être un Macéen, il va avoir pitié. Tu vois, je sais pas, en fait, tu n'es même plus rationnel. C'est juste que tu veux survivre. Donc, à ce moment-là, gars, toutes les batteries étaient en marche pour que gars, la bourse elle va sûrement sortir. Tu vois un peu. Et en même temps, il faut aussi le dire, je faisais informatique. On était en info. Donc, ce qui fait que je commençais à avoir des projets Java, C++, des trucs que je voulais toujours faire. Mais clairement, il faut aussi le dire, le fait de ne pas être à 100% sur ça, parce que je travaillais à côté, comme tu l'as dit, Il fallait trouver un équilibre. il fallait trouver un équilibre, ce qui fait que le seul temps que j'avais pour travailler, c'était pendant les cours, et c'est pas assez, faut le dire. Totalement. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et effectivement, si je suis ici, tu comprends donc que la bourse, je l'ai obtenue quand même, j'ai réussi à l'avoir, et ça fait donc mes 3 dernières années sur Bucarest. Payé par le... Plutôt peinard. Voilà, plutôt peinard, donc je n'avais plus de problème de scolarité. Mon appartement, du moins studio étudiant, était payé par un peu comme la bourse italienne, je crois. Oui, en Italie, oui. Voilà, donc logement payé, j'avais mes petits 60 € qui me permettaient de faire mes courses à gauche, à droite, même si c'était pas assez, c'est la raison pour laquelle je travaille encore. Et ouais, donc ça m'a permis de maintenant me focus sur mon cursus. Et c'est ça qui m'a permis, par exemple, d'obtenir une bourse Erasmus pour venir en France, lors de ma 3e année, faire mon stage. J'ai fait un stage à Aix-les-Bains pendant 2 mois, stage découvert, ce qui plutôt n'était quasiment jamais arrivé à Bucarest ou à un étranger en fait, genre de quitter la Roumanie, venir en France, faire un stage et revenir en Roumanie, parce que généralement la France, en Roumanie c'est un peu comme l'Eldorado. L'Eldorado comme quand on est au pays, c'était un peu ça, donc j'ai eu la chance de faire mon stage en France et de revenir. Après j'ai fini mon diplôme, c'est 4 ans. J'ai fait mon diplôme, j'ai fait ma soutenance et j'ai redemandé un visa étudiant. Parce que malheureusement, sur Bucarest, le problème, c'est que les étrangers, on n'a pas ce qu'on appelle le changement de statut. On est étudiant et on est étudiant. Et si tu veux travailler, il te faut être résident. Et les seules résidences qui sont là, c'est soit membre de famille, soit apatride, genre exilé. Mais donc, tu n'as pas de possibilité de rester parce que tu as trouvé un taf. Parce que pour trouver un travail, il faut être résident. Donc, il n'y a pas de... Donc, soit tu rentres chez toi, soit tu pars. Ce qui fait donc que je n'avais pas de choix sur rentrer encore une fois de plus. Rentrer au pays ou partir en France. Le choix était vite fait. Je suis parti en France, sachant que les frais de... le choix de la France, ce n'est pas parce que j'aime tant la France, mais c'est que les frais de scolarité sont, il faut le dire, à l'époque, quand c'était gratuit, c'est gratuit, quasiment gratuit. Tu payes juste 200 €. Donc, pour cet épisode-là, qu'est-ce que j'ai eu Mais déjà pour savoir, parce que tu as fait un Erasmus en France et tout, après tu es venu en France. Mais est-ce que, en tant qu'étudiant en Roumanie, la procédure venir en France, c'est facile ou pas? Je veux dire, tous les étrangers qui voyagent pour aller étudier en Roumanie partent forcément après, entre guillemets, parce que de toute façon, il n'y a pas de moyen de transition. Mais est-ce que c'est facile de partir de la Roumanie? Ou à ce moment, ils étaient déjà dans l'Union européenne, du coup, le transport, enfin, le déplacement était déjà permis, enfin... Non, en fait, c'est qu'il faut, le seul côté qui est allégé, c'est qu'on ne fait plus partie de la procédure, je crois que c'est CEF. En fait, il n'y a pas de campus France quand tu es en Roumanie. Parce que, comme c'est l'Union européenne, tu es supposé avoir un diplôme européen, donc il n'y a pas de campus, de barrière, de procédure anticipée, non, il n'y a pas ça. En gros, tu démarches les écoles toi-même. Tu fais ton process d'admission toi-même. Et dès que c'est bon, tu as tous les documents que l'ambassade demande, le consulat demande, tu déposes. Et vu que tu étudiais en français, voilà. C'était un plus finalement. Et tu avais déjà fait un stage également. C'est ça. Après, il y en a qui n'ont pas fait de stage, mais qui ont au-dessus le visa. C'est clair qu'il y a beaucoup de... Même pour ceux qui sont payés, hein, je vais le dire clairement, il y a beaucoup d'a priori sur le visa en France. Je ne suis pas d'accord en fait. C'est pas parce que clairement, il y en a qui ont eu le visa. On aurait dit lui, on ne va pas lui donner. On restait des fois, on spéculait que lui n'aura pas, lui l'aura. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Je pense que le dossier de chacun est particulier. Tu vois un peu. Donc clairement, quand tu es étudiant en Roumanie, surtout si tu as obtenu un diplôme qui te permet d'aller faire un autre cycle en France, généralement, il n'y a pas de raison. Genre, si tu es venu, tu as fait une licence comme moi, parce qu'en fait, mon diplôme d'ingénieur, en fait, c'est sur 4 ans. Mais quand on met en LMDE, ça me fait 240 crédits. Donc, il me restait encore quelques crédits à avoir pour obtenir un master. Donc, c'est fait que j'ai le droit de venir en France faire M2. Tu vois ce que je veux dire? Donc, logiquement, il y a une logique dans ma démarche. Par contre, si tu as déjà fait un master à Bucarest et que tu viens encore dire que tu veux venir faire un autre master en France,
C'est un peu louche. C'est pas louche, mais tu as moins de chances d'être admis. Tu vois, Totalement, ouais. Mais clairement, pour les écoles, la procédure est bien plus allégée. Tu écris directement aux écoles, tu dis voilà mes notes, tu fais traduire, tu envoies. Si tu es admis, ben, tu pars. Par exemple, moi en partant, j'avais 4 admissions en M2, j'en avais 2 en école d'ingé, mais j'ai choisi d'aller en école d'ingé, quitte à ce que ça me... Prenne Bon, encore on plus en de parle, temps. voilà. Et donc j'ai préféré aller en école d'ingé et c'est comme ça que j'ai eu mon visa, je suis allé en France. D'accord. Aujourd'hui, tu es en France. Ouais. Avec du recul, aujourd'hui, tu as pas mal de temps en France. Ouais. C'est quoi la différence entre la France et la Roumanie déjà? Comment dire? Après, déjà, je pense que c'est 2 cultures différentes. J'ai quand même côtoyé des Roumains dans leur socle familial, tu vois, un peu. Et j'ai aussi côtoyé des Français dans leur socle familial. Et c'est pas la même, ils n'ont pas la même notion de famille. Je pense que les Roumains, côté famille, se rapprochent un peu plus de nous. En gros, tu vois l'impact et le poids de la décision du parent sur ta vie, tu vois ce que je veux dire? Totalement, En totalement. Roumanie, Le patriarcat. Oui, voilà. Même, déjà ça, et aussi le fait que les parents sont tellement... Pas que les parents ne sont pas proches ici, mais c'est autre chose en fait. Oui, Les enfants sont encore en mode... le cocon familial. Exactement. Bucarest, en Roumanie, en tout cas, j'ai vraiment vu ça. Tu vois un peu. Et même les rapports grands-parents, surtout les rapports grands-parents, petits-enfants, c'est typiquement comme chez nous. Par exemple, tu vois un peu. Donc, et ça m'a parce que j'ai eu la chance d'aller jouer, par exemple, au foot dans certains villages où j'ai des potes aussi, quand ils se mariaient, on allait dans leur village et tout. Et plus tu t'éloignes de la capitale, plus tu trouves typiquement l'Afrique en fait. Les Dans le sens similitudes. les similitudes avec notre modèle social en fait. C'est ça qui m'avait choqué. C'est pour ça que j'avais même tendance à dire que Bucarest est toxique. Si tu veux vraiment voir la Roumanie, va en dehors. Et honnêtement, dans certains endroits, tu vas te rendre compte que la réaction des gens, même par rapport à ta couleur, c'est l'ignorance. Tu vois, certains gens Oui, ils te savent regardent, pas. ils demandent tu viens d'où, c'est comment chez vous, mais jamais péjoratif. C'est vraiment un mot de je veux savoir. Qui es-tu? Enfin, Qui ils n'en es-tu? voient pas C'est souvent. ça, exactement. Ou peut-être ils en voient à la télé, mais ils n'ont jamais. Tu vois, un peu. Côtoyer. Pourquoi après avoir... tu nous as dit tout à l'heure que quand tu arrivais en France, il te manquait quelques crédits pour valider un master. Pourquoi reprendre un parcours d'ingénieur? Après, je pense que c'est peut-être le côté gloire, hein, entre guillemets. Je préfère le dire comme ça parce que il y a 2 trucs. Il y a le côté gloire dans le sens où, pour moi, j'avais toujours voulu, j'avais dit à ma mère que j'allais devenir ingénieur. Tu vois un peu. À Bucarest, j'ai obtenu un diplôme sur lequel c'est marqué ingénieur. Mais quand j'ai bien regardé, c'est une licence en ingénierie. Je ne sais pas si tu vois un peu le... Oui, je vois très bien la nuance. On m'appelle ingénieur en Roumanie, mais clairement, j'ai l'impression que c'est une licence en ingénierie. Donc, ce n'est pas le titre d'ingénieur, parce qu'ici en France, quand j'ai obtenu mon diplôme, on a marqué diplôme d'ingénieur. C'est le premier truc. Donc, je voulais vraiment ce côté où je vais être reconnu comme un ingénieur en France. Tu vois un peu, c'est petite gloire personnelle. Et de 2, c'est que, pour être honnête, hein, on est là sur la franchise, il y a beaucoup de parties de ma formation que j'ai occultées parce que malgré tout, je travaillais. Tu vois ce que je veux dire? Je travaillais parce que je travaillais vraiment beaucoup, puisque, hormis le fait que la maison n'était pas payée, car il fallait les sous, Fallait vivre. voilà. Même pour le projet de partir après, c'était tout à ma charge, les démarches, tout était là, donc il fallait vivre. Donc, ce qui fait que il y a beaucoup de parties de ma formation que je n'ai pas, Que tu as survolé. Voilà, j'ai survolé. Et je l'ai senti parce que quand je regardais, pour choisir mes écoles, je regardais un peu Les matières, les contenus et tout. Il y a des formations les matières que je dis, mais Linux, par exemple, Linux, j'ai pas fait de Linux pendant toute ma formation à Bucarest. Je me dis, mais j'ai pas fait de Linux et je suis ingénieur, comment c'est possible? Or, pourtant, Linux fait partie des matières de base d'entrée Finalement. dans une formation d'ingénieur. Totalement. Donc, j'ai compris qu'il y a quelques endroits où Tu as des ça fortes n'allait pas. lacunes ou Ouais, du moins tu as c'est des ça. choses, des manquements. Et l'autre point qui m'a ouvert les yeux, c'est que la même formation que moi je suivais en français, quand je transposais avec la formation que les gars suivaient en roumain, Carnot ne faisait rien. Je te promets. Les gars qui faisaient déjà en fait, parce qu'on avait une formation, on faisait informatique, mais va voir ceux qui faisaient informatique en roumain. Mon gars, leur programme était... À la hauteur. Voilà, j'ai finalement. l'impression que comme nous on faisait en français, je ne sais pas où ils... Non, moi je pense, en fait, par rapport à ça, je ne sais pas, hein, j'ai pas été en Roumanie, je vais juste donner un point de vue, bien évidemment. Moi je pense en fait, c'était la difficulté, c'était de trouver des gens qui sont capables de former l'informatique en français dans un pays roumain. Ça doit être ça. C'est- En donc, fait, on prenait le francophone et je pense que ça doit être ça parce que clairement,
les quelques fois où je prêtais un peu attention parce que voilà, j'étais quand même dans quelques petits clubs pour aussi... Parce que j'étais aussi un peu curieux. T'acculturais. Oui, mais c'était pas la même chose, c'était pas le même niveau. La preuve, c'est que les meilleurs de ma classe, les Roumains, ils bossaient avec leurs collègues qui étaient dans la filière roumaine. Parce que je suppose qu'ils s'étaient rendus compte que le programme était light. Tu vois un peu. Donc, quand j'obtiens le diplôme, je me rends compte que, gars, voilà, j'ai le diplôme de la Roumanie, mais clairement, ça va être tendu d'aller travailler et valoriser ça. Tu vois un peu. Donc, du coup, je me dis, j'ai quand même 2 ans d'avance. J'avais 2 ans d'avance. Donc, le CM2 et la troisième. Donc, j'ai perdu les 2 ans quand je suis allé à la fac. Ça fait donc que j'étais à la hauteur. J'étais revenu comme tout le monde. Ouais. Je me suis dit, si je perds 2 ans. T'en as connu un de la salle qui avait perdu bien plus. Je me suis dit, c'est pas grave. Donc, j'ai accepté. Pourtant, j'avais une inscription en Master 2. Hein. Je pouvais aller en Master 2, genre faire 6 mois de cours et faire mes 6 mois de stage. Mais je me suis dit, je suis pas sûr que je vais réussir. J'ai été honnête avec moi, mais je dis, je suis pas sûr. Peut-être je réussirais même, mais je serais un ingénieur moyen. Donc, je me suis dit, non, je vais repartir, compléter ce que j'ai loupé. Et crois-moi que quand je suis venu, je suis allé à Grenoble INP à Valence. Première année, la 3e année, ça a été l'année, je pense que de toutes mes études, c'est l'année où j'ai le plus souffert comme jamais. Je te promets, en fait, je me mettais à un moment donné où je me suis posé la question, mais... Est-ce que j'étais en école d'ingénieur? Pourquoi j'ai fait ça en fait? J'étais dans ma chambre d'étudiant, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que, il faut remettre le contexte. J'arrive en France. Ce n'est pas comme si je suis arrivé en France, je suis boursier. Hein. J'arrive en France, on retombe à la case de départ. Première année ingénieur. Première année ingénieur, pas de source de revenus. Donc, il faut encore travailler à côté. Et l'école d'ingé, ce n'est pas la fac. C'est-à-dire que j'ai cours de 8h à 17h. Et après, le soir, maintenant, il faut réviser. Mais sauf que moi, je ne peux pas réviser parce qu'il fallait travailler, payer la maison, et trucs et tout. Donc, finalement, je suis encore retombé dans les mêmes travers. La raison même pour laquelle je suis venu, je ne peux pas me concentrer à 100% parce que je fréquente le matin, je bosse le soir. Mais clairement, le niveau était tellement élevé que je n'avais pas de pause de midi. Je ne sais pas, toi, tu es Epitech. Tu vois, quand tu m'as expliqué un peu comment ça se passe Epitech, j'ai eu un petit sourire parce que ça m'a rappelé ma première année. Je te dis, la première année, on condense en fait ce que les gars ont fait en première année, 2e année. Exactement. Dans la troisième année. Voilà. Quand je dis première année, c'est ingé. Donc tu vois tout. Électronique, mécanique, physique. Maths. Même si tu es venu faire informatique. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire. Littéralement. Et donc il faut digérer tout ça. C'était chaud. Mais je le dis, c'était très chaud. Parce que c'est même pas le même modèle de notation. Totalement. Ce n'est pas le même modèle éducatif. Tout a changé. Tout a changé. J'arrive là. Fin de première année. Combien de moyens à ton avis j'avais sur 20? 12. Non. 8,99 sur 20. Première année, je viens de valider mon diplôme d'ingénieur Bac+4. De l'autre côté. De l'autre côté. J'arrive en France, en école d'ingé, j'ai 8,99 sur 20 après les 2 semestres. Donc il y a le côté où, dans ma tête, je me dis, ok, je pense peut-être que j'aurais dû faire mon master et là faire mes rester tranquille. Tu vois un peu. Ouais. Mais à côté de ça, je vois tout mon parcours. Je me dis, de toute façon, on y est déjà. Tu es arrivé en Roumanie, tu es rentré au Cameroun, tu es revenu en Roumanie, aujourd'hui tu es en France. Tu crois que c'est vraiment ici que tu vas venir abandonner? Il y a les rattrapages. Je me rappelle, on dit vous avez le droit de prendre autant de matières que vous voulez parce qu'il faut que tu travailles jusqu'à avoir 12. C'est 12 qui te fait passer en année supérieure. Si tu es entre 11,50 et 12 et 11,99, tu redoubles. Parce que nous, on passe en année supérieure avec 12. À l'époque, je me rappelle, j'avais déjà 6 matières obligatoires. Je reste comme ça à la maison. J'étais avec mes collègues, un Ivoirien, un Béninois. Je me dis, regarde, c'est chaud. Hein. Je vais faire comment? Je me dis, bon, j'ai pris 13 matières. On avait 26 matières. Donc j'ai pris la moitié du catalogue que j'allais repasser pendant l'été. J'étais à cette époque-là, je m'appelle chez mon pote Franck, ici à Lyon. Parce que je venais à Lyon l'été pour ne pas payer le logement. Ouais. On est à Lyon. Et je travaillais au Grand Lyon, comme boire le matin. 5h45 jusqu'à 10h. 10h. Et j'allais à la bibliothèque là-bas de Lyon 8. Toute la journée. Je révisais pour les rattrapages. Les rattrapages, c'était fin août. Pendant tout l'été. Tu as dit que tu faisais éboueur. Oui. De 5h à 10h. À 10h, ouais.
pour payer l'année d'après. Vous avez compris? C'est un ingénieur informatique, mais il faisait éboueur de 5h à 10h. Ouais, en job étudiant. C'est très important. Ouais. Faut le dire, Faut parce le dire. que Oui, oui, les gens oui. ont tendance à croire Oui, que... Parce que d'autres avaient l'occasion, d'autres pouvaient travailler dans les magasins. Moi, c'est tout ce que j'avais trouvé. Et surtout que le choix s'était un peu motivé. Parce que je me disais, il me fallait un job qui allait me laisser le temps Le créneau. de créer le créneau pour bosser. 13 matières pendant tout l'été. Pendant que les autres allaient à Montpellier. Ils allaient à la plage. Je frontais. Parce que en même temps, si je ratais l'année, j'avais deux possibilités. Soit je me faisais exclure de l'école. Parce que quand tu as moins de 11,50, on te demande de te réorienter, entre guillemets, on t'exclut, mais on te dit, oui. ce n'est pas fait pour toi. Tout simplement. Et T'as sauf pas de niveau. que je n'avais pas fait d'inscription ailleurs. Donc je me serais retrouvé en septembre, sans école. Donc pas d'école, pas de renouvellement, Pas de pas de papier. titre de séjour. Et voilà comment ton aventure part en fumée. Il n'y a plus rien. Donc moi voici, je me retrouve là en été. Je ramasse mes poubelles le matin. L'après-midi, je suis à la bibliothèque jusqu'à peut-être 20h. Ça va aller en vite. Et je vais au rattrapage. J'avais 8,99 pour le rattrapage. À la fin, j'avais 12,01. Non, j'ai eu 11,97. Non, même pas les 12. Le jury, parce que quand c'est comme ça, on fait un jury. On a dit, C'est bon. Ça va. on m'a fait passer en 4e année. Et il y a même des collègues, moi qui étaient à 11,60 avant le rattrapage. Bon, eux, il leur fallait 40 centimes. Ouais. Et ils ont fait la fête pendant l'été parce qu'ils disaient c'est tranquille, tu vois un peu. Ils ont pris des matières, sauf que tu peux avoir une note inférieure. Donc ils se sont retrouvés ils sont retrouvés à Quelle 11,50. galère. Et il y en a qui étaient bien plus forts que moi, genre des gars qui venaient de DUT et machin, qui ont redoublé la 3e année. Moi, je suis passé en 4e année. Et je dis, quand j'arrive en 4e année à la rentrée, les gars me voient. Parce que tu sais, les notes, quand les notes sortent, c'est Oui. vrai, c'est anonymisé, mais on connaissait un peu le numéro de série de chacun. Ouais, Donc oui. quand les gars voyaient mes notes, ils savaient que non, l'année prochaine, genre, je n'ai C'est plus mort. ouais. Imagine les railleries, parce que déjà quand on se présentait, je disais bac plus 4 et tout, j'ai un bac plus 4 qui souffre comme ça. Gars, tout ça, je prenais tout dans moi. À la rentrée 4e année, ton gars arrive. Présent. Je suis là. Et tu passes à voir la joie. Et honnêtement, je pense à ce moment-là, j'ai passé un cap parce que je me suis rendu compte que, on le dit souvent en phrase bateau, mais le travail, ça paye. Totalement. Le travail, parce que clairement, je vais aussi être honnête, je n'avais pas assez travaillé. Peu importe les raisons, pendant l'année, je n'avais pas assez travaillé. Je me suis laissé emporter non seulement par le changement et le fait que j'étais dans un nouvel environnement que je ne maîtrisais pas, tout ça, je me suis laissé emporter et je n'ai pas assez travaillé. Et ça a failli me coûter cher, mais je me suis remis au travail et du coup, j'ai validé ma 4e année, ma 3e année. Donc, quand j'avais en 4e année, bon, je commence à connaître un peu comment ça se passe. J'essaye de moins travailler. Donc, je cherche plutôt à faire maintenant des missions ponctuelles. Et je vais le dire clairement, pour les étudiants africains qui sont ici, il faut faire très attention au job. Ça peut coûter très cher selon le Oui, modèle d'études qu'on bien fait. évidemment, bien Ceux qui évidemment. sont en école de commerce, école d'ingé, évitez au maximum. Et surtout, il y a, je le dis, il y a des assistances sociales qui sont là pour ça. Quand on vient pour étudier, il y a des systèmes qui sont mis en place pour que si on a des difficultés, qu'on ne se retrouve en train de choisir le travail qui va finalement nous coûter notre titre de séjour étudiant. Donc n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Il ne faut pas en abuser, mais quand vraiment c'est trop et que vous sentez que les études sont en danger, allez les voir, on met des solutions en place au moins pour qu'on se concentre pour ce pour quoi on est venu. Parce que clairement, à partir de mon 2e semestre de la 4e année, déjà on était en projet immergé, en fait une entreprise qui nous fait travailler sur un projet. On n'est certes pas payé, mais ça m'occupait moi parce que je n'avais plus de cours à préparer. Totalement. Donc je pouvais maintenant jongler, faire mes jobs parce que finalement je n'ai pas d'examen parce que c'est le projet sur lequel je travaillais pendant les 6 mois qui faisait la moitié de ma note. Donc ça s'est bien passé et j'ai noué de bons contacts avec l'entreprise finalement qui m'a fait faire mon stage de fin d'études en 5e année. Et pendant mon premier semestre de 5e année par exemple, cette année tu vois, j'ai validé ma 4e année sans problème. La 5e année pareil, je n'ai pas du tout travaillé parce que je m'étais dit c'est ma dernière année, il faut que je me concentre pour vraiment avoir quelque chose dans le bagage. Je n'ai pas travaillé. Ça a été compliqué. Financièrement, c'était chaud, mais je n'ai pas travaillé parce que j'ai fait ce choix de parfois souffrir, mais parce qu'on sait ce qu'on veut. D'accord, totalement. Et par rapport à ça, quand même, je tiens à préciser un truc, c'est que moi, personnellement, je conseille toujours aux étudiants de travailler, mais dans le travail, il y a un gros piège. C'est que, par exemple, pour ceux qui viennent, par exemple, d'Afrique et tout, moi, je viens de là, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais c'est que quand on vient d'Afrique, parfois, et quand on fait un petit job, quand on gagne de l'argent, parfois, on a tendance à regarder cet argent, mais peut-être en francs CFA ou je ne sais pas la monnaie de là, et on se dit, oula, on fait beaucoup d'argent, on se dit, mais
Finalement, l'école, dès que l'école devient dure, on se rabat très rapidement sur l'argent et c'est un vrai piège. C'est un tournant qui est très dangereux parce qu'en gagnant de l'argent, on peut croire qu'on est déjà à l'aise, on est déjà arrivé et c'est un piège de risquer d'abandonner l'école et de perdre ses papiers derrière. Donc, travailler pour comprendre comment fonctionne l'écosystème professionnel, mais uniquement pour le besoin, pour remplir vraiment un besoin très ponctuel, comme Georges le disait déjà, mais pas pour travailler parce qu'on dit, ah oui, on gagne bien, parce qu'on va te donner un SMIC, ça y est, on va dire, oula, ça y est, un SMIC en France, ça donne 650 000 et je ne sais trop quoi. On se dit, on gagne bien sa vie. Non, c'est un gros piège. Mais quand même, il faut travailler parce qu'il faut comprendre comment ça marche. Parce que si tu passes toute ta vie d'étudiant sans jamais travailler, le jour où tu sors de tes études, c'est compliqué. Ah, c'est la douille, hein, totalement. Okay. Donc, et comme je le disais, c'est pour des cas particuliers. C'est pas, je ne fais pas l'apologie. Déjà, on essaie de lutter tous contre l'image d'assister que les gens nous collent ici. Totalement. Mais l'idée, c'est de se dire que si tu fais des études, par exemple, qui vont te permettre d'être ingénieur demain, un ingénieur cotise énormément. Ça, c'est vrai. On nous coupe énormément sur nos salaires. Donc, je me dis, c'est mieux. Parce que c'est du donnant-donnant parfois. Il faut aussi se dire ça. Il y a une différence entre l'assistanat et ce qu'on appelle aujourd'hui et donner demain. Totalement. C'était dans cette démarche que j'étais. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis de ceux qui disent que peu importe le montant qu'on me prend en impôt, honnêtement, je ne peux pas me plaindre parce que c'est grâce à ce système-là que tu as pu arriver où tu en es. J'ai pu finir mes études aujourd'hui et mettre peut-être les miens à l'abri et faire ce que je fais, toujours un peu. Totalement. Je n'encourage pas ceux qui vont dire je ne peux pas travailler parce que non, c'est pas ça le but. Si tu as un objectif précis, et c'est un peu le même principe que les crédits, je ne suis pas pour les crédits, mais si tu as un projet, tu n'as pas l'argent aujourd'hui concrètement qui va te permettre de réaliser le projet, mais tu es sûr de la portabilité de ton projet, tu prends le crédit, tu fais ton projet et tu rends l'argent derrière. Totalement. C'est ça en fait le principe. Bien sûr. Mais il faut vraiment le dire parce qu'il ne faut pas que mes propos soient mal interprétés. Totalement. Non. Si tu as la fac et que tu as peut-être 2 cours la semaine, mais va travailler. Totalement, tu peux faire les deux tranquillement. Tu gères tes trucs tranquillement, tu vas faire ton taf et tu vas travailler. Mais par contre, si tu es en école d'ingé ou peut-être en école d'architecture ou en école de commerce ou la sollicitation tu es à cours de 8h à 17h, mais quand est-ce que tu révises? Et il faut aussi faire attention sur le ménage. C'est ça en fait. Donc, il faut voir dans tout ça. Maintenant, après, si tu as ta famille qui peut t'aider, pourquoi te rabaisser? Parce que pour moi, c'est aussi se rabaisser. Hein. Si tu as ta famille et que tu as les moyens de ta politique, ben non. Tu passes au-delà de ça et tu fais tes trucs tranquille. Hein. C'est un peu ça. Et du coup, la 4e année s'est plutôt bien passée parce que tu gérais un projet en entreprise et tout. Ouais. En 5e année, qu'est-ce qui s'est passé? Non, la 5e année, c'était un semestre où on était en mode projet. Donc, c'était les évaluations, c'était en gros, au début d'année, on nous donne un projet à faire. Si tu choisis, soit la cybersécurité, soit le développement logiciel. Et à la fin du semestre, tu as une note. Et le second semestre, c'est le projet de fin d'études en fait. Donc, tu vas en entreprise. Et tu travailles sur une solution. Et tu fais un exposé sur ton travail. Et comme la 4e année s'était plutôt bien passée, j'avais le choix en fait finalement en 5e année pour le projet que j'allais faire parce que l'entreprise avec laquelle j'avais travaillé, plutôt satisfait du travail qui avait été fait. On était en groupe de 3, mais ils avaient aussi aimé ma participation. Ils m'ont proposé un sujet. Bon, ils m'ont donné 3 sujets, ils m'ont dit de choisir celui que je veux, donc il y a plutôt un gage de confiance. J'ai choisi un sujet, un prototype sur lequel j'ai travaillé pendant 6 mois. Et à côté de ça, j'avais plusieurs entreprises aussi qui me proposaient des sujets. Mais bon, comme j'avais déjà travaillé avec ceux-là et ils étaient à Lyon, et moi je voulais venir à Lyon, donc j'ai trouvé que c'était la bonne solution. Donc je me suis engagé plutôt avec eux pendant 6 mois, ça s'est super bien passé. Je validé mon année, heureusement, j'ai eu mon diplôme. Franchement, happy ending comme on dit. J'étais tellement content parce que à chaque fois, ce qui me revenait toujours en tête, c'était la 3e année qui était vraiment chaotique. Et donc ouais, ça s'est vraiment bien passé en fin de compte. Et à côté de ça, mes collègues sont de Bucarest. Il y en a qui sont venus en France travailler et qui étaient déjà 2 ans d'expérience. Donc il y a eu pendant toutes les années, il y a quand même ce contraste où je suis quitté de plus jeune de la classe à plus vieux de la classe. Parce que tu sais, les gars de ma classe avaient 2 ans de moins que moi. Donc à chaque fois, j'étais un peu en mode ça change, hein. De l'autre côté. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, on a eu de très bons rapports avec tous ces. J'ai été très bien intégré finalement dans ma promo. Pas mal d'amis. J'aime mettre en colocation pendant 2 ans avec mon binôme de TP, Maxime Moran. C'est un très bon ami aussi. Et franchement, comme on dit, il y a un peu de tout partout. Hein. Hormis le côté dont on parlait par rapport à la différence entre la Roumanie et la France, c'est que tu trouves des gens bien partout et des gens mauvais partout. Malheureusement, ça fait partie du jeu. Mon expérience finalement en école d'ingé s'est très bien passée parce que j'étais plutôt bien intégré. J'avais pas mal d'amis, des gens sur qui je pouvais compter quand j'ai des problèmes. Tout, hein, même des problèmes personnels, il y en a qui m'ont agréablement surpris, qui m'ont beaucoup soutenu et qui m'ont exhorté à ne pas lâcher prise. C'est même pour ça que j'ai réussi. Parce qu'on va croire que
le tout c'est le travail, c'est pas que ça. Il y a aussi beaucoup de soutien. La famille au pays, les amis sur Bucarest, l'équilibre moral. les gens sur Valence. Franchement, sans ça, je serais pas là aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, tu es un ingénieur. Ouais. Combien d'années d'expérience déjà maintenant? J'ai commencé en 2017, donc ça va faire 3 ans. Ça fait 3 ans en septembre. Ouais. Un ingénieur comptant? Oui, plutôt, ça va. Mais bon, après, comme on dit, ceux qui ne se remettent pas en question ont un problème. Donc, là pour le moment, ça va, mais clairement, je suis en train de m'orienter vers dessiner un autre parcours. Ouais. Bon, les prochains parcours, ils seront comme ça, plutôt comme ça, j'espère. J'espère après, sachant que j'ai envie de me tourner vers l'entrepreneuriat, de fortes chances que ça reprenne le cirque. C'est ça. Après, tu es déjà un peu mentalement habitué, dans le sens où tu es habitué déjà à des challenges, donc ça devrait le faire normalement. C'est ça. Mais aujourd'hui, tu connais un peu, tu connais même très bien ton parcours. Ouais. Si c'était à refaire. Je ne suis pas sûr que je l'aurais. En fait, mon parcours est riche parce que ça m'a forgé. Parce qu'il y a plein de situations aujourd'hui que quand je vois, peut-être, ça ne me choque pas ou ça ne me surprend pas. Par exemple, ce que les gens pensent, par exemple, et pendant 4 ans, j'étais dans un pays où on me regardait de travers tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, tu passes à travers en fait. Les blagues à 2 balles, Sans plus. Sans plus. Tu vois, par exemple, c'est surtout ça qui m'a... Je tiens, parce qu'avant, j'étais plutôt porté sur qu'est-ce qu'on va dire? Oui, mais parce qu'on a toujours tellement attendu de moi que je faisais toujours tout pour plaire. Être à la hauteur. Oui, être à la hauteur ou plaire. Or, aujourd'hui, gars... Tant que ça te va, toi? Tant que moi, ça me va, ça va, tu vois, un peu. Mais est-ce que les 9 ans que j'ai passés pour faire un diplôme que j'aurais pu faire en 5 ans, est-ce que je le referais? Je ne suis pas sûr. C'est certes, ça dépend d'où on se met. Ça m'a servi, mais en même temps, je pense que ça m'a desservi parce que les 4 ans là, pendant 4 ans... Les 4 ans de latence. 4 ans que j'ai passé, j'aurais pu faire beaucoup de choses en fait. Tu vois un peu. Oui, encore une fois de plus, je suis d'accord. Ça dépend d'où on se met. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ce qui est sûr, c'est que vu l'âge à laquelle tu passes ton bac, c'est que tu as comme donné d'entrée à ce moment-là. Le parcours est un peu obligatoire. C'est un peu obligatoire, je peux pas faire mieux. Et c'est pour ça justement qu'aujourd'hui je témoigne ici parce que l'idée c'est de se dire que il faudrait savoir que l'information, c'est le vrai nerf de la guerre. On a tendance à dire c'est l'argent, c'est pas l'argent, c'est l'information. Totalement. Parce que si je savais, tu vois un peu, je pense que j'aurais eu un parcours différent, peut-être moins riche que celui-ci, mais riche à sa façon. Tu vois ce que je veux dire? Je serais peut-être aujourd'hui en train d'aider d'autres personnes. Totalement. Ou je serais peut-être, je sais pas, en train de faire d'autres choses qui servent à d'autres personnes. Mais bon, aujourd'hui, je pose quand même ma pierre à l'édifice en parlant sur ce qui m'est arrivé. Totalement, en permettant à d'autres de savoir que c'est une possibilité, ça peut arriver. Voilà, de se dire que tout n'est pas, comme dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc. C'est des nuances de gris. Tu vois, totalement, même ceux qui vont vous dire qu'ils ont un parcours rectiligne, à un moment donné, il y a eu un petit couac. Moi, un peu plus. Mais pour ceux qui ont un parcours aujourd'hui, même qui ne sont peut-être pas dans l'informatique, mais qui vont peut-être se retrouver demain, c'est possible. Hein? Bien sûr. Parce que rien ne me prédestine. Je suis la preuve. Voilà. Moi, je suis la preuve. Voilà. Hein. Pour ceux qui suivent la chaîne, moi, je suis arrivé en France, j'étais prédit à faire une école d'ingénieur en mécanique. Hein. Mais je me suis retrouvé à faire seconde, première, terminale alors que j'avais mon bac. Ça fait quand même 3 années dans la bouteille. Ouais. Et pourtant, moi aussi, j'étais à De La Salle comme Georges. D'ailleurs, on était à De La Salle. Bon, à quelques années de différence, parce que moi, j'ai entré à De La Salle en 2009. Moi, je viens de c'est vrai. Voilà, c'est quand tu pars une année avant. Mais encore une fois de plus, aujourd'hui, surtout ceux qui sont en France, je précise bien, la reconversion, c'est quelque chose qui est très bien pensé en France. Je dis bien très très bien pensé en France. D'ailleurs, c'est même l'un des meilleurs pays en termes de reconversion parce que le système est vraiment très bien pensé là-dessus. Donc, n'hésitez pas, si vraiment vous sentez qu'à un moment ça ne passe pas, il y a un truc qui ne va pas, n'hésitez pas à changer parce que la vie est ça. Si vous faites un travail que vous n'aimez pas ou vous n'êtes pas heureux dedans, bah, c'est un mauvais plan, ça ne sert à rien. 40 ans de malheur. Surtout à se demander qu'est-ce que ça aurait été si j'avais. Non, sautez le pas et dites-vous, de toute façon, je me donne quelques années pour mettre à jour. C'est comme ça. Aujourd'hui, moi, je suis à Epitech, mais je galère tous les jours. Heureusement, Georges est là parce que c'est lui qui m'accompagne pas mal de temps d'ailleurs. Mais à un moment, je me suis dit, oui, j'ai fait mécanique, certes, mais je me suis rendu compte, ça faisait très longtemps, j'étais passionné par autre chose. C'est ça. Je me suis lancé dedans, j'ai essayé, je veux voir ce que ça va donner. C'est pas parce qu'on est passionné qu'on est forcément doué. Je galère vraiment beaucoup, mais ça me plaît. Je prends du plaisir à accepter les galères. Je travaille jusqu'à minuit tous les soirs. C'est un choix. Voilà, c'est un peu ça. Bon, j'espère que vous avez aimé le parcours de Georges. Son parcours d'ingénieur qui a duré 9 ans. Hein, clairement, il faut le dire. J'espère que vous avez aimé le parcours. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Parce qu'une fois de plus, le but de ces vidéos, c'est de pouvoir vous faire comprendre
ce qui est possible d'arriver. Comment les gens ont fait pour s'en sortir dans tel type de situation. C'est pour ça que j'essaye d'interviewer pas mal de parcours, pas mal de profils très très diversifiés, parce qu'on voudrait que ça n'arrive plus aux autres. Et quand une personne arrive dans une situation, il dit « Ah tiens, j'avais vu telle vidéo de telle personne qui avait fait comme ça dans telle situation. » Et ça permet déjà d'avoir au moins d'avoir un pas d'avance sur la situation. Ça vous permet de vous dire « De toute façon, je ne suis pas sur le monde, car c'est déjà arrivé à telle ou telle autre personne. » C'est un peu ça le but. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, mais surtout à regarder la troisième partie qui parlera maintenant de la gloire, entre guillemets. Après tout, c'est un ingénieur, comme il a toujours voulu, un ingénieur informatique. Il va nous dire dans la troisième vidéo, c'est quoi un ingénieur informatique en France aujourd'hui? Je veux dire, c'est quoi l'informatique? Parce qu'après tout, vous savez tous, le Covid nous a montré à quel point c'était bien d'être informaticien. Hein. Ouais, j'ai envie de dire. On va pas se leurrer là-dessus. C'est vrai. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez resté jusqu'à la fin parce que cette deuxième a été un peu longue. Mais après tout, c'est parce que le parcours de Georges aussi est très long, pour le dire. Donc voilà, c'était Herman, on est sur un jeu à métier. Ciao, ciao!